Voilà. Bonjour Aminata Traoré, bonjour Eric Toussaint. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci également aux participants qui ont pu se rendre disponibles pour pour ce moment, pour cette heure à passer ensemble. Comme vous avez pu le voir, hein, nous sommes tous dans une pandémie mondiale qui nous touche tous, que l'on soit au nord ou au sud. Et comme vous avez pu l'entendre pour beaucoup d'entre vous, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, la question de l'annulation des dettes est revenue sur le devant de la table. On en a beaucoup parlé, mais je crois que rien n'a été fait, hein, on peut le dire comme ça. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, beaucoup de communication sur cette question. Mais de toute évidence, l'annulation des dettes des pays du Sud, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais sauf que la question de l'annulation, elle est sérieuse et elle se pose sérieusement, y compris indépendamment du contexte actuel, pour diverses raisons que je suis sûr que vous allez pouvoir développer, Aminata et Eric. Déjà, moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez l'un et l'autre, c'est comment vous avez reçu ces annonces, ces promesses d'annulation, et dans quelle mesure pensez-vous qu'on puisse les prendre au sérieux? Eric, est-ce que Alors tu peux... là, c'est tellement évident, je dirais, c'est vraiment des effets d'annonce euh, particulièrement scandaleuses parce que ça éveille chez des gens qui cherchent à avoir de l'espoir dans un moment extrêmement difficile, ça éveille des attentes qui ne pourront pas se matérialiser. Donc c'est tout à fait scandaleux. Euh, la déclaration de Macron, lors d'un discours disant qu'il faut annuler la dette africaine et faisant comme si il allait l'annuler, et le lendemain, c'est purement et simplement démenti par son ministre, mais ça, les médias avaient déjà passé l'information selon laquelle la France annulait la dette africaine. Et puis le G20. Donc le G20, c'est les pays du G7, les grandes puissances qui ont invité quelques autres puissances, donc ce qu'on appelle les économies émergentes, qui annoncent aussi qu'elles annulent la dette, ce qui est totalement faux parce qu'il s'agit juste d'un report de paiement pour les pays qui sont les bons élèves du FMI et de la Banque mondiale, et c'est pas automatique. Donc c'est purement, et ça se limite à un report de paiement et pas du tout une annulation. Et pour le FMI et la Banque mondiale, c'est encore plus scandaleux, mais on a l'habitude. Le FMI dit que toute une série de pays ne devront pas euh, le rembourser, et c'est totalement faux parce qu'en fait, le FMI a créé un fonds ad hoc, un fonds spécial, a demandé à certains pays membres les plus riches de verser dans ce fonds, et les bons élèves du FMI, ça peut être le Mali, ça peut être le Sénégal, s'ils sont des bons élèves, peuvent puiser dans ce fonds pour rembourser le Fonds monétaire international. Donc, le Fonds monétaire international ne renonce à aucun paiement, il sera remboursé rubis sur l'ongle. Et évidemment, quand je parle de bons élèves, il va exiger le maintien d'un certain type de politique. Les politiques qui, justement, dégradent systématiquement les systèmes sanitaires publics, les systèmes de santé publique des pays africains et des autres pays qui font appel au FMI, et qui dégradent la situation économique générale, c'est-à-dire qui soumettent les producteurs locaux, qui soient maliens, sénégalais, rwandais, congolais, à la concurrence étrangère, puisque le FMI exige qu'on ouvre totalement les frontières. Et les producteurs locaux sont absolument incapables de répondre à la concurrence, qu'elle vienne d'Amérique du Nord, d'Europe ou de Chine ou d'autres pays.
qui peuvent aussi concurrencer. Le Vietnam exporte du riz sur le marché africain et les producteurs africains de riz sont en difficulté. Donc, il n'y a pas que les États-Unis et l'Europe. Bon, donc, ma réaction, c'est que ça provoque chez moi une colère absolument terrible parce que je me dis, c'est la xème fois qu'on ment aux gens et que des médias avec des journalistes qui font les grands naïfs font semblant d'y croire. Et s'ils y croient, c'est que c'est vraiment des imbéciles qui ne s'informent pas un strict minimum sur la réalité. Je dis ça parce que j'ai été interviewé par des journalistes sincères, entre guillemets, de la BBC Afrique ou d'autres programmes qui me disaient qu'est-ce que vous pensez de l'annulation de la dette par le FMI, quoi. Et je devais prendre du temps pour expliquer. Et bon, la deuxième chose à dire, c'est que il n'y a pas que les créanciers qui se comportent de manière absolument scandaleuse, il y a les gouvernements des pays débiteurs qui demandent l'annulation des dettes, mais qui se gardent bien d'affirmer de manière souveraine leur droit à suspendre le paiement de la dette. Donc, ils quémandent l'annulation de la dette. Et puisqu'on ne leur donne pas une annulation de la dette, ils remercient le Seigneur de sa soi-disant générosité. Et ils continuent les mêmes politiques. Parce qu'il y a une complicité entre les classes dominantes des pays débiteurs, les classes dominantes des pays créanciers, les institutions internationales et les gouvernements de part et d'autre. Et donc là, la question c'est, est-ce qu'on va être capable de convaincre les populations concernées de se mobiliser, de ne pas croire aux promesses qu'on leur fait et de dire qu'il faut absolument se préparer à l'urgence. Il y a de toute manière l'urgence. Je veux dire, la malaria, elle tue constamment des personnes en Afrique, la maladie du sommeil, la tuberculose, la malnutrition tue en permanence des enfants et des adultes. Et à cela s'ajoute le Covid-19 qui arrive. Il arrive, on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre. Ce qu'on sait, c'est que s'il arrive d'une manière significative, massive, les effets peuvent être absolument catastrophiques. Et on le verra dans 15 jours, dans un mois ou dans 6 mois. C'est difficilement prévisible. Ou lors d'une seconde vague, si les pays rouvrent leurs frontières et que de nouveau ça circule. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on est confronté à une crise multidimensionnelle du système capitaliste mondial, multidimensionnelle parce que c'est la marchandisation à tout prix de toutes les activités humaines qui ont provoqué la communication de ce type de maladies d'animaux sauvages ou via aussi l'agrobusiness, etc. On déterminera exactement finalement si ça vient d'une chauve-souris, via un pangolin sur un marché d'animaux sauvages ou si c'est venu d'une autre manière. Mais le type de virus du type SARS ou Covid est un virus qui est apparu dans les 20 dernières années et qui est lié aux effets des politiques justement recommandées par le Fonds monétaire international et aux effets de la mondialisation néolibérale. Alors sa communication est liée aussi à la mondialisation néolibérale. Le fait que ce soit passé de la Chine à l'Europe puis aux États-Unis aussi rapidement avec les vols, les déplacements en avion de manière absolument frénétique des biens et des personnes. Et puis alors, les effets sur les populations qui sont démesurément démultipliés
parce que dans tous les pays, on a porté atteinte au système de santé publique. Parce que j'ai parlé des politiques recommandées ou dictées par le FMI, mais en Europe, on a supprimé des lits d'hôpitaux, on a supprimé du personnel de santé, on l'a supprimé d'une manière beaucoup plus grave et importante en Afrique, mais on l'a fait aussi en Europe et bien sûr aux États-Unis, où 89 millions de personnes aux États-Unis n'ont pas de couverture de santé. Et on voit alors que les êtres humains peuvent tous être contaminés par le virus, sauf qu'on se rend compte parfaitement que dans les morts, c'est surtout des afro-descendants ou des hispanophones et des gens des classes populaires aux États-Unis, mais c'est vrai aussi de manière absolument claire en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Et donc, crise écologique, mondialisation néolibérale, politique d'ajustement structurel portant atteinte au système de santé, priorité donnée au remboursement de la dette, le mécanisme de la dette jouant comme un effet de subordination au modèle imposé par les grandes entreprises du Nord, de la Chine aussi, mais voulu également par les classes dominantes et les très riches africains qui planquent en toute sécurité leur pognon dans des comptes en banque en Europe ou en achetant des biens immobiliers en Europe et en étant en sécurité là-bas et en voyageant régulièrement pour satisfaire et en mettant leurs enfants dans les universités européennes ou nord-américaines. Je pense que ça vaut le coup quand on développe certains de ces points tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je termine en disant qu'il va falloir donc retrousser une fois de plus nos manches, créer un front de mobilisation et d'action parce qu'il ne faut pas s'en remettre au gouvernement, aux institutions internationales. Oui, merci beaucoup pour cette première réponse. Aminata Traoré. Bon, je vais quand même te présenter. Bon, pour les rares personnes dans l'univers qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es une grande militante altermondialiste depuis très longtemps, membre du Forum social mondial et à l'origine de beaucoup d'initiatives, hein, notamment en Afrique et plus que ça, pour un monde meilleur, on va dire ça comme ça. Moi, j'aimerais un peu savoir comment, enfin, là, on vient d'entendre Eric Toussaint qui nous a vraiment développé plusieurs points qui expliquent à quel point cette annulation, enfin, cette problématique d'annulation des dettes se pose dans un cadre bon, qui est quand même archi connu, hein, malheureusement, où on a l'impression qu'on se moque un peu du monde. Mais également, il a également mis en avant plusieurs problématiques hein, autour de ça. Quel est le point de vue du Sud, vu l'Afrique? Comment est-ce qu'on a ressenti ce débat, le fait que ces bailleurs du Nord notamment, et une fois de plus, hein, ce n'est pas la première fois, fait ces promesses. Comment c'était ressenti depuis l'Afrique et surtout dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19? Ok, merci Régis et bonjour tout le monde. Moi, je suis atterrée par la manière dont l'annulation de la dette a surgi dans ce débat. Et parce qu'il est parfaitement clair pour tout le monde que la question, ce qui interpelle de mon point de vue dans cette pandémie du coronavirus, c'est le fait que le Covid-19, en quelques semaines, a levé le voile sur des réalités que les tenants du système ne voulaient pas voir, c'est-à-dire le fait qu'on a relégué les êtres humains au second plan au profit d'une mondialisation capitaliste et qui ne jure que par le profit.
Donc, je ne m'attendais pas à ce que d'emblée, d'entre deux jeux, on mette en avant les mêmes acteurs qui ont largement contribué, comme Eric l'a dit, à la vulnérabilité des pays débiteurs en apposant un prix sur tout. Il est question de la santé ici, mais il en est de même de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement. Et toutes ces dépenses qui ont un lien avec les droits humains essentiels sont considérées comme des dépenses improductives dans le cadre d'un mode de gestion comptable de la vie et de l'existence humaine des économies. Donc, le fin fond du débat aujourd'hui, c'est de savoir la manière dont la question de l'annulation de la dette a ressurgi, la manière dont elle est instrumentalisée, et par cela même, les gagnants du système qui ne veulent pas perdre, qui ramènent cette question pour servir leurs intérêts. Et s'agissant de l'Afrique, moi je crois que le souci n'est pas de faire de telle sorte que l'Afrique puisse se relever. Parce que d'une manière ou d'une autre, cela a été dit et c'est là archi connu que l'Afrique est la nouvelle frontière, l'Eldorado, où tous vieux pays industrialisés en perte d'hégémonie comme les émergents, et tout le monde vise les ressources naturelles de l'Afrique pour davantage de croissance. Et on nous a fait miroiter le fait que d'ailleurs, en dépit de notre situation que l'on peut mesurer à l'aune de la tragédie migratoire comme des questions sécuritaires et autres, et les taux de chômage absolument, c'est-à-dire irréalistes, on sait, c'est même indécent de croire qu'une croissance économique est à l'œuvre en Afrique et que nous sommes en voie d'émergence. Mais c'est ce discours qui est tenu et c'est en ce discours qu'une bonne partie des élites africaines a envie de croire. Moi, je ne crois pas un traître mot à un capitalisme africain gagnant. Et je n'y ai jamais cru et surtout pas aujourd'hui. Or, quand on parle de l'après-Covid, quand on se dit que à la lumière de ce grand malheur qui frappe le monde, parce que s'il ne s'agissait que de l'effondrement de leur système, on aurait dit, OK, tant mieux, on tourne la page. Mais l'ennui, c'est qu'il y a énormément de gens qui meurent, et souvent des plus vulnérables, et des innocents, et bon, qui n'ont rien fait pour mériter ce sort. Mais on en est là. Le tout, c'est de savoir maintenant où est-ce qu'on va et comment. Et quand on voit, comme pour, parce que l'histoire tente à bégayer, nous sommes passés par l'initiative Pays pauvres très endettés. Et quand nous nous sommes battus et qu'ils ont proposé cette initiative comme mode de réduction d'une partie des 2/3, en tout cas, de la dette des pays pauvres, nous nous sommes rendus compte qu'elle était assortie de conditionnalités qui permet aux tenants du système de ne pas perdre, de sauver la mise. Les mêmes conditionnalités réapparaissent ici, puisqu'on entend dire, j'ai pu lire que il n'est pas question d'annulation de dette, mais de moratoire. Et même ce moratoire est assorti de conditionnalités, c'est-à-dire de la poursuite des politiques d'austérité et la libéralisation. C'est-à-dire que les causes structurelles de nos maux deviennent des solutions, même dans une situation catastrophique comme cette crise sanitaire. Je trouve cela scandaleux, et totalement scandaleux. Et
c'est pour cette raison que, comme Eric l'a dit, il faut, on s'est battu, on n'a pas eu gain de cause, et dans la mesure où une bonne partie des thématiques du Forum social mondial a été récupérée par Davos, et on les a vus verser des larmes de crocodile sur la question des inégalités, de la pauvreté, de l'écologie et des femmes. Donc, au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est de les obliger à recentrer le débat, à structurer le débat sur l'humain. Où sont les êtres humains dans tout ça? Qu'est-ce que les gens sont devenus de part et d'autre de l'hémisphère? Parce qu'on se rend compte que il y a énormément de choses qui étaient cachées. Et bien sûr, les systèmes sanitaires dans ces pays industrialisés n'ont rien à voir avec les nôtres, qui ne sont qu'une pâle copie de ce qu'on peut appeler système de santé, et pas nécessairement de la faute, disons, des Africains et des pays endettés. Parce que moi, j'ai sous la main, mais tout le monde peut aller regarder sur Internet, l'initiative de Bamako, qui, en 87, a tiré la sonnette d'alarme en disant que l'état des infrastructures sanitaires était tel déjà à l'époque qu'il fallait absolument faire quelque chose. On se souvient de toute façon, le siècle dernier, le dernier quart du XXe siècle a été ponctué par des tas de sommets et accès, l'eau potable pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous. Résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où encore il y a une tricherie, parce que l'énoncé qui consiste à dire que les mesures et barrières vont engendrer une crise économique, les conséquences économiques et sociales, c'est comme s'il n'y avait pas de problème avant et que ces conséquences-là, ces réalités que l'on veut corriger par l'emprunt, sont nées des mesures barrières. Non. Ces réalités constituent le quotidien de l'immense majorité des laissés pour compte de la mondialisation heureuse. Donc, aller chercher de l'argent sous prétexte d'acheter les dépenses liées à la lutte contre le coronavirus, c'est-à-dire des respirateurs, des lits d'hôpitaux, des masques. S'il ne s'agit que de réhabiliter ces systèmes, on n'a pas besoin de tant d'argent. Mais en réalité, il s'agit, comme toujours, comme en 2008, de sauver le système lui-même qui est à bout de souffle. Le système était à bout de souffle. De toute façon, il était question de crise et elle est venue, mais on nous donne l'impression, on met tout sur le dos du coronavirus pour enfoncer le clou de l'ultralibéralisme. Et l'Afrique risque de payer cher pour cette supercherie. L'Afrique est déjà la grande perdante de ce système, comme du réchauffement climatique, va payer cher si nous ne sommes pas suffisamment vigilants. C'est pour ça que dans une vidéo en langue nationale, j'ai dit aux gens, mettez vos masques, lavez vos mains, mais ouvrez grandement vos yeux et vos oreilles. Regardez comment tout le monde, ce qui nous a été promis comme le système qui prétendait être infaillible, est aujourd'hui totalement par terre. Donc, il y a des marges de manœuvre, mais nous devons être, c'est une course contre la montre aujourd'hui, parce que l'Afrique s'est précipitée, donc s'est empressée de prendre ces solutions qui consistent à nous endetter davantage, parce que c'est clair que chaque gouvernement préfère le surendettement au mécontentement populaire. Sauf que l'ardoise, d'abord, on n'avait pas fini de payer. On était, c'est clair, les gens continuent. Certains disent que 60% de taux du PIB, et ce n'est pas énorme. C'est que, malheureusement,
les PPTE, c'est après l'initiative des PPTE que nous avons assisté à ce rebond encore de la dette. Donc, nous, c'est Suzanne Georges qui l'appelle le fardeau de l'homme noir. Et c'est une réalité partout. C'est la même logique partout. Sauver le système par tous les moyens. Mais c'est les gens, heureusement, à la faveur de tant de coups que nous avons pris de part et d'autre, les gens voient clair aujourd'hui. Mais et comme je l'ai dit encore, soyons vigilants, soyons perspicaces, soyons pédagogues, surtout en Afrique, et essayons de situer pour une fois la question de l'économie et de la géopolitique au cœur du débat. Merci beaucoup, Aminata. Bon, là, vous avez soulevé énormément d'enjeux, hein, mais la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, finalement, c'est d'accord, on comprend bien que, comment dire, il y a beaucoup d'effets d'annonce de la part des institutions financières internationales et des créanciers du Nord, mais au bout du compte, c'est leur argent, non? Ils l'ont prêté aux pays du Sud, cet argent. Quand on vous prête de l'argent, il faut bien le rendre, non, à un moment. Donc, en quoi serait-il légitime de la part des pays du Sud d'exiger ces annulations de dette alors que c'est de l'argent qu'on leur a prêté et donc qu'ils doivent rendre? Peut-être que, Eric, tu peux nous donner une première salve de réponse? Oui, mais c'est très bref ça, parce qu'il est absolument clair qu'il y a les flux qui vont de l'Afrique ou de l'Amérique latine ou de la partie asiatique qui est dite en développement vers les pays du Nord. Ces flux sont bien plus importants que les flux qui vont du Nord au Sud. Et donc, c'est totalement faux de dire que les créanciers ont prêté d'une manière généreuse aux pays du Sud. Ça ne tient pas la route quand on analyse un strict minimum ce que représente le transfert de la valeur réelle des richesses naturelles qui sont extraites des pays d'Afrique et des autres pays en développement. Si on prend en compte les profits énormes qui sont faits par les grandes entreprises transnationales sur le dos des peuples endettés, et si on calcule y compris les gains réalisés par les pays prêteurs, parce que les prêteurs, ils prêtent à intérêt, il ne faudrait pas l'oublier quand même. Le FMI, il fait des profits, la Banque mondiale, elle fait des profits. Vous avez déjà entendu le FMI dire qu'il était au bord de la faillite, ou la Banque mondiale qu'elle n'avait pas fait de bons résultats telle ou telle année? Mais non, ils font des gains. Les pays du Club de Paris, ils s'enrichissent sur le dos des pays endettés. Donc, cette histoire de prêts qui seraient généreux, non, les prêteurs, ils ne sont pas généreux. Les prêteurs, ils prêtent pour gagner de l'argent, et ils gagnent de l'argent. Et en plus, ils prêtent parce que, à travers l'instrument de la dette, ils subordonnent les pays endettés et ils imposent un certain type de politique. Et j'insiste, je l'ai dit dès le début, avec la complicité active des classes dominantes locales. Parce qu'un grand propriétaire, un capitaliste angolais ou congolais ou sénégalais ou malien, il se sent beaucoup plus proche, et son objectif est de se rapprocher des capitalistes londoniens, parisiens ou new-yorkais. Il se sent beaucoup plus proche de ces gens-là que de leur peuple, qu'ils ne fréquentent pas d'ailleurs. Ils l'exploitent. Ils le rencontrent peut-être dans des réunions clientélistes, en prononçant des bonnes paroles, mais et c'est très dommage que certains y croient encore à ces bonnes paroles. Donc, il faut bien comprendre que l'opposition n'est pas simplement une opposition sud-nord,
c'est une opposition de classe entre ceux d'en bas, ceux qui produisent, ceux qui apparaissent maintenant comme des gens extrêmement importants et qu'on traite de héros, c'est-à-dire les caissières de mon grand magasin, les infirmières, les femmes médecins ou les hommes médecins, toutes ces femmes qui, au sud et au nord, s'occupent de leur famille, et c'est d'autant plus important en période de confinement. Tout ça, on les présente comme des héros maintenant, mais en fait, là aussi, c'est purement de la frime, parce que une fois qu'on aura passé le gros de la vague d'épidémie, on retourne immédiatement dans les mécanismes renforcés d'exploitation. Et de toute manière, ces caissières ou ce personnel de santé, il est soumis à une pression absolument terrible et on les félicite juste le temps d'exiger d'eux des efforts extraordinaires sans leur fournir même les masques ou les mécanismes de protection minimum dont ils ont absolument besoin. Donc voilà, le discours selon lequel une dette doit se rembourser et les mesures de moratoire sont des actes de générosité, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est un vaste écran de fumée qu'il faut dénoncer, mais on ne doit pas en rester là, on doit aller beaucoup plus loin que cela. On doit dire, nous ne sommes pas d'accord de retourner au monde d'avant. C'est le monde d'avant, le confinement, qui a produit ce qui est en train de se passer. Et donc, il ne faut absolument pas retourner à la situation normale. Vu qu'il y a une prise de conscience de l'importance, par exemple, une prise de conscience beaucoup plus importante qu'avant, du rôle des femmes dans ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire tous les soins, ce qu'on appelle aussi les féministes radicales parlent de la reproduction sociale, le rôle des femmes dans la reproduction sociale, le travail non rémunéré des femmes au sein de la famille, ou très mal rémunéré des femmes dans tous les services de proximité aux personnes âgées, aux enfants en bas âge, toute la question des soins de santé où la majorité des travailleurs sont des travailleuses, il faut absolument comprendre que demain, on ne peut pas retourner à la situation d'avant et qu'il faut soutenir à fond les luttes féministes, qu'il faut soutenir toutes les luttes qui concernent la défense des services publics et leur renforcement, et puis qu'il faut prendre des mesures absolument radicales contre le Big Pharma. Le Big Pharma, c'est ces grandes entreprises avec des noms comme Pfizer, Roche, Novartis, Sanofi, GlaxoSmithKline, d'énormes entreprises pharmaceutiques qui se spécialisent dans la production de médicaments pour les riches qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, par exemple, vu leur niveau de vie, leurs conditions de vie, et qui ne s'occupent pas de produire des vaccins ou des traitements pour combattre la malaria ou pour combattre le Covid-19. Parce qu'il y a 20 ans que des chercheurs en médecine disent qu'il y avait moyen de produire des vaccins si on mettait 100 ou 200 millions dans la recherche médicale publique. Mais les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais il ne faut absolument pas mettre de l'argent public dans la recherche. Le Big Pharma, les entreprises pharmaceutiques privées ont les moyens de faire de la recherche et vont produire les médicaments. Mais comme ça n'était pas rentable, ils n'ont pas fait la recherche. Ils sont spécialisés sur d'autres médicaments qu'ils protègent par des brevets.
Et d'ailleurs, il va falloir faire très très attention parce que Sanofi maintenant, bon, je parle de Sanofi, j'espère que vous connaissez, c'est une très grosse entreprise française. Elle a annoncé qu'elle donnait 100 millions d'euros au gouvernement français dans la campagne de santé publique. Mais vous savez combien elle va distribuer à ses actionnaires, ses grands actionnaires? 3 milliards et demi d'euros. 35 fois plus. Et les 100 millions qu'elle va mettre dans l'escarcelle du gouvernement français, qui lui va dépenser quelque chose comme 300 milliards, d'accord? Les 100 millions, elle va les déduire comme un don pour les déduire des impôts, du peu d'impôts qu'elle paye. Donc tout ça est parfaitement inacceptable. Il faut donc dire que l'industrie pharmaceutique doit être transférée dans le domaine public, qu'il faut exproprier les grands actionnaires des entreprises pharmaceutiques, qu'il faut réquisitionner les laboratoires et les mettre au service de la lutte contre le Covid-19 et d'autres maladies, évidemment. Et par ailleurs, comme l'essentiel des aides, et ça Aminata l'a très bien dit, parce qu'elle dit finalement si on devait lutter contre cette épidémie et qu'on mettait effectivement l'argent nécessaire, ça ne représenterait pas des milliers de milliards. Or, le gouvernement américain annonce 2000 milliards. La Banque centrale européenne annonce 1000 milliards, etc., etc. Mais ces milliards-là, ces milliers de milliards, ils vont où? Dans les banques, pour les banques. Et donc, en fait, il faut exproprier les grands actionnaires des banques. Et sans indemnisation. Il faut transférer les banques dans le domaine public. On résoudrait aussi le problème ainsi des dettes privées parce qu'il y a les victimes de la crise, les victimes du confinement, ceux qui ont perdu leur gagne-pain dans le secteur informel ou dans le secteur formel, toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi et leur salaire et qui n'ont pas droit à des indemnités de chômage. Et donc cela, il faut trouver des aides. Et pour le moment, les aides, elles passent par les banques. On dit, bon, ben, on va reporter les paiements avec la garantie de l'État. Et toutes les aides donc passent via les banques, vont augmenter, vont faire exploser la dette publique. La dette publique dans les pays du Nord va littéralement exploser. Ça va être absolument énorme. Et dans les pays du Sud, parce que les pays du Sud, qui sont seulement au début de la crise, qu'est-ce qui va se passer? Leurs revenus d'exportation baissent. Les producteurs, les exportateurs de pétrole, le Nigeria, le Ghana, l'Angola, connaissent l'Algérie, vont connaître une réduction absolument dramatique dans leurs revenus. Le Gabon et parlons le Congo, Brazzaville, etc. Mais les autres matières premières baissent aussi. Premier point. Deuxièmement, les capitalistes du Nord qui avaient planqué de l'argent dans des bons du Trésor émis par les pays du Sud et dans certaines bourses africaines retirent leur argent. Troisièmement, les migrants qui sont ceux qui ont envoyé le plus d'argent en Afrique, beaucoup plus que l'aide publique au développement. Mais ces migrants-là, ils sont dans le travail en noir, ils sont dans le travail informel, ou s'ils sont dans le formel, c'est les premiers à perdre leur emploi parce qu'ils sont dans l'hôtellerie, par exemple, ou dans le tourisme. Et ils vont avoir moins d'argent à envoyer en Afrique dans leur famille. Tout ça va avoir un impact très grave sur la vie quotidienne, pas simplement sur les finances des États. Il y a des familles au Mali, des familles en République démocratique du Congo ou ailleurs qui vont recevoir beaucoup moins d'envois hebdomadaires ou mensuels qu'ils recevaient avant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut absolument mobiliser des ressources importantes pour aider les familles de migrants au nord et pour aider les familles
d'origine dans les pays du Sud. Et tout ça, ça va nécessiter des moyens importants et ça demande pour moi, ça demande une révolution populaire authentique, pas simplement une révolution des esprits. Les révolutions des esprits, ça ne change pas grand-chose dans la pratique. Il faut une révolution sociale, fondamentale, et rompre totalement avec le modèle exportateur, extractiviste, endettés, dépendants, soumis, qui sont poursuivis par les élites et les classes dominantes des pays africains et imposés par les multinationales du Nord. Et au Nord, il faut une véritable révolution sociale également. Oui, Eric. Bon, tu allais très loin là, carrément à la révolution. Effectivement, bon, j'aimerais bien savoir ce Mais que. je ne vais pas très loin. Je ne vais pas très loin. Il la faut. Il la faut, Régis. C'est pas moi qui le contredire. Je ne pense pas que je vais très loin. Je parle de choses absolument élémentaires et dont on n'a pas encore pris assez conscience, et il faut qu'on le crie haut et fort et qu'on ne se limite pas à demander des choses absolument élémentaires. Parce que d'ailleurs, si on veut résoudre, et je termine par là, je te promets, résoudre les problèmes élémentaires des gens, les problèmes de survie, il faut la révolution pour cela. Non, encore une fois, je ne te contredirai pas sur ce point-là, d'autant plus que plusieurs des éléments que tu as soulevés, je pense notamment à la complicité des élites, hein, notamment dans les pays du Sud, tout l'extractivisme, hein, qui est pratiqué de manière massive depuis des décennies, voire des siècles, ne serait-ce que depuis l'esclavage, par exemple, qui est une forme d'extractivisme. Bien sûr que pour régler les problèmes séculaires, c'est pas par des réformettes qu'on va y arriver, et par la bonne volonté de ceux qui bénéficient, de ceux qui profitent de ce système. Et justement à ce sujet-là, je sais que Aminata, tu as eu plusieurs fois des paroles extrêmement fortes qui vont dans le sens de tout ce que vient de dire Eric. Et j'aimerais que tu nous donnes également ton point de vue à ce sujet, c'est-à-dire comment fait-on lorsque dans les pays africains notamment, mais également dans d'autres pays du Sud, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, on est souvent face à des élites extrêmement corrompues qui ne sont pas là pour le bien commun, pour le bien général, pour l'intérêt général. Finalement, lorsqu'on est face à un système où tout est fait pour que les populations ne puissent pas se révolter et continuer de subir, comment on peut, comment dirais-je, agir dans ce contexte-là, et notamment concernant l'annulation des dettes. Bon, Eric l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais je pense que tu pourras peut-être plus aborder ces questions-là. Est-ce que dans ce contexte-là, les dettes qui ont été contractées par ces élites, on peut les rendre légitimes, dans la mesure où, de facto, concrètement, elles n'ont quasiment pas servi aux populations. Et comment ces populations peuvent réagir dans ce contexte? Moi, mon premier essai, Leto ou l'Afrique dans un monde sans frontières, m'a été inspiré justement par le surendettement, les conséquences des programmes d'ajustement structurel qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour au moment de la chute du régime du général Moussa Traoré. Donc, je me suis dit que la partie visible de l'iceberg, qui est la gouvernance locale, est sous-entendue par des réalités qui échappent totalement au commun des mortels, aux citoyens. Rien n'a changé de ce point de vue. Moi, je crois que il y a la part de l'ignorance dans la gestion de ces réalités. Et sortez dans nos rues, demandez aux citoyens ordinaires est-ce que les gens qui a entendu parler d'ailleurs de dette
Et qui a entendu parler, on sait que ces institutions existent maintenant. La jeunesse s'intéresse à ces questions. Mais l'immense majorité des commerçants, des paysans, les femmes, les gens ne savent tout simplement pas à quelle sauce nous sommes mangés, parce qu'à aucun moment, l'effort d'éducation citoyenne nécessaire pour que cette révolution, moi je la veux pacifique. Je la veux pacifique, féministe, écologiste, parce que je sais ce que les révolutions ont donné dans notre pays. Ici, en mars 91, quand les gens étaient désemparés par la situation sociale et la répression, les gens sont sortis. Majoritairement des jeunes et des femmes, ce sont des jeunes et des femmes qui sont tombés. Et ça, c'était bien avant le printemps arabe. Donc, l'Afrique subsaharienne est passée par ces soulèvements populaires qui se soldent toujours par des élections, donnant l'impression aux gens qu'il suffit de changer d'homme, que l'alternance politique suffit et il n'est jamais question d'alternative économique. Nous en sommes là, c'est ça le problème. Alors, ce qu'on appelle des élites, parce que c'est... Est-ce qu'on peut parler d'élite? Qu'est-ce qu'on entend par élite? Disons que ceux qui parviennent à se hisser au sommet de l'État, et qu'est-ce qu'ils ont appris? Les gens ont compris. Et ici, quand même, on est dans un pays particulier, c'est un cas d'école de Mali. Parce que le président Modibo Keïta et son projet de société, ce qu'il voulait pour le Mali, un Mali socialiste, en tout cas un socialisme que nous étions, disons, bon nombre de valeurs, la plupart des valeurs, en tout cas ce qui nous permet de tenir ensemble ici. Et de son point de vue, et moi je partage ça, j'ai été pionnière à cette époque-là. Donc on a rêvé, on a cru en une Afrique, un Mali, une Afrique possible, prospère, indépendante. Donc d'emblée et d'entrée de jeu, on ne peut pas croire que toutes les élites sont corrompues et que tout est dû à la corruption et que toutes les élites, tout le monde est inféodé au système. Non, le système, j'en sais quelque chose. Et d'abord, il y a le formatage par il y a une sorte de moule. Et les gestionnaires de nos économies sortent du même moule que ceux de l'hémisphère nord. Ce sont, donc, bien entendu, Eric a raison, quand c'est l'entre-soi, ils sont entre eux, ils parlent le même langage, ils partagent la même vision du développement et de l'avenir de leur pays et de la planète. Et c'est cet avenir-là, et ce monde unipolaire, c'est ce monde unipolaire qui vient d'éclater en plein vol. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour discipliner ces élites complices et délibérément? Tout simplement parce que moi, j'ai vu comment, on le sait ici, tous les chefs d'État qui ont voulu faire corps avec leur peuple ont été liquidés, déstabilisés ou liquidés physiquement. Les intellectuels, les chercheurs, même les associations qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans les termes de référence du FMI, de la Banque mondiale et de tous les donateurs, vous n'aurez même pas de consultation ni de financement. Donc c'est ainsi qu'on a acheté les gens. C'est ainsi qu'on a piégé tout le monde et les gens sont pris dans ce jeu-là. Et on va aux élections, non pas parce qu'on a une vision, un projet de société, mais tout simplement parce qu'on a compris que la politique, c'est la meilleure manière de se servir et de survivre, de vivre. Bon. Donc, c'est ce moule. Les gens ont compris. Moi, c'est ce que j'attends de la jeunesse. Cette jeunesse qui paye le prix fort. Parce que l'immense majorité, la question du chômage ici, les taux de chômage, c'est même pas la peine de dire 10%, 15%, 20%, personne ne sait. C'est tout simplement surréaliste. Donc, moi, ce que nous pouvons, la révolution qui nous attend, pour qu'elle ne soit pas sanglante, d'autant plus que nous assistons à la militarisation des relations internationales. L'Afrique est devenue aujourd'hui la région la plus militarisée et ce n'est pas pour rien. On vient et on mise sur les ressources naturelles du continent. Et comme Samir Amin le disait, l'Afrique sans les Africains.
peu importe le nombre de morts et dans les conflits, et peu importe le nombre de migrants qui meurent dans le désert ou en Méditerranée, pourvu que la croissance, disons, les ingrédients de la croissance, on va les chercher bec et ongle, comme Sarko le disait, et c'est ici qu'on vient les chercher, un peu partout, mais surtout l'Afrique, le ventre mou du système. Alors donc, si on ramène tout à une question de complicité entre élites du Nord, et c'est l'entre-soi, c'est des intérêts de classe, j'en conviens, mais si nous faisons cela, il ne restera plus personne pour se battre. Alors que moi, je sais qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui voudraient pouvoir sortir de ces guêpiers parce que ça ne les honore pas. Les gens ne sont pas honorés. Mais vous ne pouvez gagner aucune élection sans argent. Vous ne pouvez pas vous maintenir au pouvoir si vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne, si vous n'acceptez pas leur politique. Et l'Union européenne sait parfaitement que dans chacun de nos pays, ce qui se passe, si l'autre jour, j'ai lu qu'il y a une centaine de partis politiques pour toute l'Europe, mais dans chaque pays africain, vous n'avez pas moins de 100 à 150 partis politiques. On se moque de qui? Moi, je pense qu'on va devoir passer par une série de transitions. Transition démocratique d'abord, une nouvelle culture politique qui nous permet de recentrer les choses sur les êtres humains, sur l'Afrique et les Africains, et au-dessus des partis. D'abord, les gens, le bien commun. Cette question-là, tout le monde doit l'intégrer. Et donc, l'urgence d'une transition, d'aller vers une autre démocratie, parce que ce qu'on nous a servi, c'est tout simplement une foire d'empoigne. Alors, l'urgence de la transition écologique, un autre paradigme de développement. Pour l'instant, ce sont les grandes entreprises qui font même base sur toutes les ressources. Bien sûr, la partie de l'élite est libéralisée et qui mange de ce pain-là, et les actionnaires, tout cela existe ici. Mais cela existe et se perpétue parce qu'on a maintenu l'immense majorité des gens dans une ignorance crasse de ce que c'est que la mondialisation néolibérale. La mondialisation n'est pas critiquée puisqu'on se réjouit tous des taux de croissance réalisés par les entreprises étrangères. On croit que ces croissances sont pour nous et que tout le monde ne jure que par l'émergence. Les pays sont mis en compétition qui a fait le plus d'infrastructures, mais des infrastructures qui profitent d'abord aux grandes entreprises. Alors, pour faire court, quand on nous donne l'impression que l'argent que nous ne voulons pas rembourser ne nous appartient pas, qu'on les a utilisés, je dis non, c'est de l'argent volé sur les prix des matières premières. C'est volé sur les salaires de misère payés aux Africains. C'est volé sur sur les taux d'intérêt, l'usure, les taux d'intérêt qui sont pratiqués ici, appliqués ici sous prétexte qu'on n'est pas des pays sûrs. C'est pratiqué sur la fiscalité. Et puis, je ne parle pas de l'évasion fiscale qui nous coûte beaucoup plus cher que la corruption. Donc, toutes ces questions. Et c'est une nouvelle génération de société civile, une nouvelle génération de dirigeants. Je dis bien une nouvelle génération de dirigeants, je ne dis pas nécessairement tous jeunes, parce que les jeunes sont allés à l'école de leurs aînés. Tous veulent tout de suite, tout de suite. Parce que, comment dirais-je, le principe, c'est, on entre, tout est basé aujourd'hui, comment s'enrichir rapidement. Les plus grosses voitures, la plus grosse villa, les voyages, c'est tout cela qui doit être remis en question aujourd'hui. Mais si on nous donne l'impression ici qu'il suffit de réinjecter de l'argent dans le système pour qu'on reparte sur les mêmes bases, c'est là que vraiment on va assister à des soulèvements et tout ce qu'on a vu jusqu'ici ne sera rien à côté de ceux qui nous entendent. Ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter en donnant la possibilité aux Africains de comprendre que nous allons passer, que cette histoire de Corona, ce n'est pas quelques mois, que nous allons nous installer des mois durant dans des difficultés extrêmes. Que ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est la solidarité. Il y a des formes de solidarité. Nous n'avons pas les mêmes systèmes qu'en Occident, mais c'est tout à fait possible aujourd'hui d'amener les gens à se lever, à agir ensemble, parce que nous leur aurons permis de comprendre dans quel monde nous vivons. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, vous deux, pour moi, ces réponses extrêmement riches.
Je pense que ce serait bien d'élargir le débat également avec les participants. J'ai vu qu'il a commencé à avoir quelques réactions, notamment il y a Omar Aziki. Omar, est-ce que tu peux poser ta question directement? Je ne sais pas si tout le monde a lu ton message. Ah, je crois qu'il y a un souci de connexion. Alors, bon, en gros, hein, en fait, la question d'Omar, ça revenait un peu à ce que Aminata disait au début, hein, ainsi qu'Eric, concernant l'émancipation des peuples en Afrique. La question était de savoir comment faire cette révolution, comment la préparer maintenant, dans le contexte du Covid, et aussi en tenant compte du fait que la question de la dette doit être vue comme un instrument de domination capitaliste. Donc, bon, je pense un peu la réponse que vous avez apportée un peu tous les deux. Mais bon, je sais qu'Omar a aussi une vision assez personnelle hein, sur cette question. J'aurais bien aimé qu'il expose également lui-même. Et Gilles, Oui. je voudrais dire quelques mots en réponse à Omar. À la question d'Omar et aussi pour interagir avec ce qu'a dit Aminata. Ouais. Donc, je crois que c'est vraiment important la question de la révolution. Et je clarifie que pour moi, la révolution, c'est pas la révolution violente, etc. C'est l'auto-organisation des gens sur un plan absolument massif qui impose un changement de régime et qui peut provoquer donc la chute d'un gouvernement par sa mobilisation, mais ça ne veut pas dire nécessairement révolution violente, c'est-à-dire justement ce qui pourrait arriver, et on l'a déjà vu par exemple dans cette crise de l'épidémie en Afrique du Sud, c'est que dans les quartiers populaires en Afrique du Sud, la situation due au confinement est telle à cause de la perte de revenus, parce que la majorité des gens sont dans le secteur informel, qu'il y a eu des actes de violence, c'est-à-dire des supermarchés attaqués, etc. Et on peut avoir des situations d'émeutes suivies de répression sanglante, etc. Si justement on ne prend pas conscience qu'il faut une action de type révolutionnaire qui implique, au-delà des élections, de voir tous les mécanismes possibles d'organisation de la population pour imposer un changement de régime et de société. Et dans le sens révolution aussi, pour moi, c'est pas se contenter de dire dégage, parce que justement, il y a une leçon à tirer du printemps arabe. Il y a eu à répétition des mobilisations absolument extraordinaires, exemplaires, en Tunisie, dans d'autres pays, et très récemment, pendant un an en Algérie, sur la notion dégage. Dégage Ben Ali, dégage Moubarak en Égypte, dégage Bouteflika. Mais encore faut-il avoir une vision de par quoi les remplacer, quoi. Parce que sinon, c'est de toute manière des gens qui étaient jusqu'il y a peu les complices du régime ancien, qui, comme dans le film Le Guépard, ont compris qu'il faut donner l'impression qu'il faut donner l'impression de tout changer pour que rien ne change. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Le Guépard, et c'est Alain Delon qui déclare ça. Il dit il est un fils de l'aristocratie et il met une chemise rouge comme les
révolutionnaires de Garibaldi, et il dit, bon, je vais me joindre aux révolutionnaires, et quelque part, l'aristocratie éclairée comprend qu'elle doit donner l'impression qu'elle-même, elle va changer. Et c'est ça qui s'est passé dans des pseudo-révolutions depuis une quinzaine d'années, c'est que les personnes de l'élite, je ne dis pas toute l'élite, je suis bien d'accord avec Aminata que dans l'élite intellectuelle, il y a des gens qui veulent prendre le parti réellement, sincèrement, du changement et du peuple. Et dans l'histoire, on a des tas de gens qui sont passés du côté révolutionnaire en rompant avec leur classe d'origine. C'est dans la Révolution française, dans toutes les luttes du 19e siècle, ou à Haïti. On n'a peut-être pas en tête que le leader le plus connu des esclaves noirs, de la lutte des esclaves noirs, Toussaint Louverture, était lui-même un affranchi et un propriétaire d'esclaves qui a pris le parti de la lutte contre l'esclavage. Et donc, bien sûr qu'il y a des gens, des élites, qui peuvent rompre avec leur classe d'origine et passer du côté de la révolution. Et la révolution, il faut tirer évidemment les leçons des périodes de terreur, etc., qu'il faut absolument éviter. Et donc concevoir une révolution comme un élément de changement absolument radical. Mais pourquoi je parle de ça? Aussi parce que avant le Covid, il y a pas mal de gens très radicaux qui se sont dit, mais en occupant dans le nord des ZAD, des zones, en faisant des zones libérées, en organisant des squats, etc., on est en train de changer la société. Et c'est extrêmement important, ça. Mais en même temps, une crise comme le Covid-19 ou la crise écologique mondiale ou le danger un accident extrêmement grave dans une centrale nucléaire. Oui, je termine. On comprend bien que ce n'est pas simplement l'accumulation d'expériences de résistance locale qui peut changer la situation comme on doit la changer aujourd'hui. Et je termine justement là-dessus. On a besoin donc d'un profond mouvement social de mobilisation et d'auto-organisation à la base. Très bien, merci. Alors, on va essayer de finir d'ici à peu près 15 minutes, mais il y a pas mal de réactions. Hein. Il y a Julien qui propose une réflexion assez importante. Camille qui a 2 questions à vous poser à chacun, à Eric et à Aminata. Et alors, avant, je vais laisser la parole à Boulaye, donc responsable du CADTM Afrique, et qui aimerait faire une petite intervention également à ce sujet. Boulaye, tu nous entends? Oui, je vous entends, oui. Vas-y, on t'écoute. Oui, je remercie beaucoup les 2 conférenciers pour nous avoir éclairé sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte de ce Covid-là qui a flagramment dévoilé les politiques néolibérales que les peuples ont subies depuis des années. Effectivement, la question de l'annulation de la dette aujourd'hui fait l'objet d'un grand débat. Et tout récemment, le Forum social africain avait rédigé une déclaration pour demander l'annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays africains en se basant sur des arguments juridiques à ce niveau-là. Et bon, et ce qu'on disait, c'est que l'après-Covid doit être vraiment une véritable bataille pour la justice fiscale et surtout pour l'Afrique, parce que nous avons compris à ce niveau-là que ce que l'Afrique perd en termes de flux financiers illicites
Et donc, ça dépasse beaucoup plus le stock de sa dette. Et également, dans le système franc CFA, les pays africains aujourd'hui qui ont déposé la moitié de leurs recettes d'exportation dans le trésor public français constituent aussi une somme énorme. Aussi, si vous regardez les dépôts des riches du Sud dans les banques du Nord, aussi constituent une somme énorme. Donc, pour nous, dire qu'on va annuler la dette africaine constitue vraiment une hypocrisie. C'est une véritable hypocrisie parce que, au lieu de dire qu'on va annuler votre dette, il faudra d'abord, parce que les gens pensent que annuler la dette africaine aujourd'hui consiste d'accorder un cadeau à l'Afrique. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un cadeau. C'est rendre justice à l'Afrique. C'est de rendre à l'Afrique ce qu'on lui a volé. Donc, ça c'est important de comprendre à ce niveau-là. Et donc, si les grands créanciers occidentaux sont aujourd'hui honnêtes envers eux-mêmes, ne doivent pas quand même accepter de recevoir que les hommes riches d'Afrique, qui ont d'ailleurs volé les peuples pour aller déposer des sommes colossales dans les banques du Nord et de nous retourner ces sous-là, aussi bien que le compte d'opération. Et donc, si avec l'ensemble de ces pertes fiscales ou dites à d'autres politiques, si nous avions ça aujourd'hui, nous pensons qu'aucun pays africain n'a besoin de s'endetter. Et là, le moratoire qui a été accordé, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont déjà commencé à réviser. L'Algérie a carrément refusé l'autre jour le prêt du FMI. Le Cameroun a aussi déclaré qu'il ne va pas accepter le moratoire parce que le Cameroun, s'il doit rembourser le service de la dette pour le premier trimestre de l'année 2020, donc il n'aura bénéficié que 180 milliards de francs CFA pour le moratoire, alors que il avait déjà lancé des emprunts, il avait déjà demandé des prêts concessionnels d'un montant de 350 milliards de francs CFA. Donc en regardant le montant de ces prêts concessionnels, le montant qu'il va recevoir du moratoire, il y a une grande différence. Donc, compte tenu de cela, il ne va pas effectivement accepter le moratoire. Bon, les conditions aussi qui ont été définies pour bénéficier du moratoire, et je vois qu'il y a des pays africains qui ont été d'office exclus du bénéfice du moratoire, notamment l'Afrique du Sud, qui est beaucoup plus confrontée au Covid que les autres pays africains, parce que tout simplement, l'Afrique du Sud est membre du G20. Et également, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont considérés comme des gros émergents. Et l'Algérie est aussi considérée comme un pays à revenu élevé. Le Maroc, la Tunisie n'ont pas, à la date de ce jour, signé des accords de prêt relatifs à la facilité élargie au crédit avec le FMI et la Banque mondiale, qui sont vraiment des conditions essentielles pour aller dans la question du moratoire là. Et donc, en gros, Tanti Aminata a aussi survolé beaucoup ce qui va être fait. Parce que nous, à notre niveau ici, il faut, si vous voyez, toutes les politiques sont imposées à tous les niveaux, parce que l'Union européenne, par exemple, avec le programme indicatif national. Excuse-moi, Boulaye, est-ce que tu peux finir d'ici à peu près 1 minute? Parce qu'il y a d'autres questions en fait derrière qui attendent pour ça. Oui, donc je vais m'arrêter là et je pense que j'ai envoyé une question à Eric. Donc merci. D'accord. Merci beaucoup, Boulaye. Alors, il y a Camille de Belgique, je suppose, qui a 2 questions pour Eric et pour Aminata. Alors, la première question, ce sera pour Eric. Eric, donc, écoute bien. Est-ce possible de développer sur le fonctionnement de ce dernier fonds mis en place par le FMI où les bons élèves peuvent puiser? Si oui, merci de donner la source de l'info. Elle est claire pour toi la question, Eric? Oui. Et c'est pas Camille, c'est Broulaye qui a posé la question. Ah, ben moi, j'avais en fait sous le nom de Camille, c'est bizarre. Bon, oui, non, moi je vois bien Broulaye. D'accord. Et donc, oui, je peux répondre
très rapidement. En fait, c'est vraiment l'arnaque complète. Il n'y a pas de moratoire de paiement de la dette au FMI. Le FMI, l'argent que le Mali doit rembourser au FMI, l'argent que tous les pays qui bénéficieront de la mesure prise par le FMI, tous ces pays-là rembourseront toutes les sommes qu'ils doivent au FMI aux échéances prévues. Et simplement, on leur dit, vous nous remboursez, mais au lieu de puiser directement dans le trésor public, ben vous prenez dans un fonds qui a été alimenté par des pays riches. Mais évidemment, cet argent-là, mis par les pays riches, donc les Pays-Bas, la Belgique, les États-Unis, mettent de l'argent dans un fonds créé par le FMI. À quoi doit servir cet argent? À rembourser le FMI ou bien à financer des dépenses de santé dans les pays concernés? C'est clair que ça devrait servir à financer des dépenses de santé ou d'autres dépenses essentielles dans les pays concernés et pas rembourser le FMI. Donc, ma réponse à Broulaye, c'est de dire, dans le cas du FMI, il n'y a aucun moratoire. L'argent sera payé aux dates prévues, selon les modalités prévues, avec des taux d'intérêt et aux conditionnalités habituelles imposées par le FMI. Le moratoire ne porte que sur les dettes bilatérales, donc les dettes du Mali ou d'autres pays africains, à l'écart d'autres États, la France, la Belgique, la Chine, si la Chine participe à l'accord du Club de Paris. Et là, c'est un moratoire, c'est-à-dire que au lieu de devoir rembourser l'argent cette année, il y a un report de date. Mais l'argent sera remboursé et les intérêts seront payés. Et troisièmement, mais tu le sais sûrement, les dettes aux créanciers privés, donc par exemple, les pays africains qui ont émis des titres de leurs dettes et les ont vendus à Wall Street ou à Londres ou sur d'autres marchés, les titres de la dette souveraine détenus par des créanciers privés et par des banquiers devront être honorés. Il n'y a pas de moratoire, il n'y a pas d'annulation. Et donc, c'est pour ça que le discours sur les soi-disant annulations, c'est une véritable mascarade macabre. Et sinon, je suis bien d'accord avec le message écrit par Julien. Alors, je le dirai tout à l'heure, Eric. Je le dirai tout à l'heure. Dans les conversations, quoi. Dans la conversation. Il est vraiment très riche et très long, donc je vais le prendre un moment pour le dire tout à l'heure. Alors, Maki, tu es là? Voilà. C'est bon? Allô? Là, c'est bon, t'entends. Vas-y. C'est bon. Rapidement, oui. Donc, tu avais posé une très bonne question qui m'avait inspiré. Une dette se rembourse. Pourquoi elle ne se rembourserait pas? À cette question, j'avais écouté la réponse qui était donnée, qui était très intéressante. Je vais juste compléter. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Une dette est un contrat entre un créancier et un débiteur. C'est une vérité universelle, mais dans un cadre qui est l'état de droit, qui doit primer dans tout contrat entre deux personnes ou deux entités. Et quand la dette est insoutenable, l'état de droit permet, d'un point de vue de l'état de droit tout simplement, de annuler la dette ou l'alléger sur la base de conditions de bonne foi notamment et de sérieux. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique ou d'ailleurs, on peut prouver que tel pays ne peut pas rembourser sa dette alors qu'il est de bonne foi. Cela a été plus fort que ses capacités. Aujourd'hui, comment la dette a tourné et pourquoi ce pays ne peut pas rembourser. Pourquoi cette conditionnalité normale de bonne foi entre créanciers et débiteurs n'est pas applicable dans la relation entre l'Afrique et les autres concernant la dette. Voilà mon complément d'information et de questions. Merci.
Merci beaucoup, Maki. Merci. Alors, là, il y a une question pour Aminata de la part de Camille. Alors, Aminata, la question qui t'est posée, c'est la suivante. En Belgique, il y a heureusement de plus en plus de revendications féministes depuis le début de la pandémie autour de la reproduction sociale. Qu'en est-il chez toi et des questions féministes, de l'impact genré de ce qui se passe en ce moment? Aminata, je crois que tu as une belle question. Oui, c'est une belle question. Il y a très peu de débats sur ces enjeux-là. Il y a une manière capitalistique et libérale de poser cette question du genre. On a mis dans la tête de l'immense majorité des Africaines que elles doivent s'inscrire dans la logique dominante et en femmes entrepreneurs, émergentes et gagnantes. Donc, certaines ont émergé. Il y a beaucoup de... on fait beaucoup de publicité autour des réussites féminines et au plan politique, on est persuadé que c'est essentiellement une question de parité. Alors donc, Eric me demandait au début de l'émission sur quoi je travaille en ce moment. Et depuis quelques années, je travaille sur cette thématique, une femme du Sahel, pour expliquer que, en fait, nous sommes loin des questions essentielles. Donc, pour l'instant, tout ce qui se passe, tout ce que je vois, hommes et femmes, et les gens sont impliqués dans l'information sur les mesures barrières et toutes les dispositions pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour limiter la propagation du Covid. Mais il n'y a pas de réflexion idéologique, stratégique sur la reproduction sociale et le prix payé par les femmes dans le cadre de ce modèle économique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. Effectivement, c'est une question que l'on ne pose pas assez en Afrique et on compte vraiment beaucoup sur des femmes comme toi pour que ça devienne une question centrale. Et donc, il y a Camille qui te remercie chaleureusement de ta réponse. Alors, j'ai également ici, Boulaye, je pense que je discuterai avec Eric après parce que je crois que apparemment Boulaye n'avait pas la réponse à toute sa question. Eric, tu verras avec lui après. En fait, il voulait que tu précises notamment s'il s'agissait à propos du fonds du FMI, s'il s'agissait de dons ou pas. Je ne sais pas si Eric, tu as une réponse rapide à lui apporter. En fait, oui, c'est des dons des pays riches, membres du FMI, au FMI, pas au pays. Peut-être que quelque part, c'est de la prestidigitation. Les pays à qui le FMI va dire, voilà, vous êtes des bons élèves, eh bien, comme vous êtes des bons élèves, vous pouvez aller puiser dans ce fonds-là pour nous rembourser. Mais vous nous remboursez. Donc, les dons qui sont faits par certains pays riches membres du FMI ne sont pas faits à l'égard des pays endettés, mais à l'égard du FMI, puisque le FMI est remboursé. Si le FMI ne mettait pas ça en place, le risque que prendrait le FMI, c'est de ne pas être remboursé, parce que le FMI met en place cela parce qu'il sait que les pays en question sont à bout, sont dans une situation très difficile vu la crise. Et donc, le FMI a fait passer un chapeau en disant les copains, mettez du pognon parce que moi, je ne peux pas renoncer à un remboursement et faites un don pour moi. Ça passera
via les pays endettés. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Bon, en gros, c'est J'espère une que belle vous me arnaque. comprenez. Parce que, évidemment, c'est des trucs ben, des actes de précipitation et on a du mal à y croire. Si vous allez au quartier de la Goutte d'Or à Paris voir les joueurs de Bonto, ben, c'est pas facile de comprendre leur tour, quoi. Ils ont une astuce. Et le FMI a pas mal d'astuces dans son jeu. Alors, donc, réponse à la réponse d'Éric de la part de Dominique. Quelle arnaque? Point d'exclamation. Je crois qu'elle Ben a là, bien résumé. je peux pas reprendre la même explication. Là, je viens de la donner. Oui, non, c'est vrai. Elle confirme effectivement le fait Ah, que c'est c'est une quelle arnaque. arnaque avec un point d'exclamation alors? Tout à fait, oui, oui. Ah, Excellent. d'accord. Là, Oui. ok, ok. Alors, on va bientôt finir. Juste avant de passer à la conclusion, j'aimerais lire la contribution de Julien de Survie, l'association Survie, qui lutte depuis des décennies contre la France-Afrique. On en a un peu parlé, enfin en filigrane, dans les interventions de d'Éric et Aminata, et je pense que la France-Afrique, à elle seule, elle mérite vraiment tout un séminaire, voire un colloque. Et je pense que Survie, on a déjà fait plusieurs à ce sujet. Donc, ce que dit Julien ici, euh, alors, la question de la dette et celle de l'aide sont bien sûr liées. Avec le Covid-19, cette nouvelle crise va être suivie de nouvelles politiques d'austérité un peu partout, avec des remises en cause fortes et structurelles dans le droit du travail notamment. Cette gestion de la crise concernant l'Afrique, avec l'annonce de Macron, va une nouvelle fois donner une image positive de l'aide et renforcer l'idée que l'Afrique doit être aidée et rendre encore plus difficile toute critique de l'aide, non pas sur ses insuffisances ou ses travers, mais sur le principe même d'un mécanisme descendant qu'il faut combattre en soi. Donc, enfin, voilà. Donc, il faut sortir des mécanismes de la dette, mais aussi se sortir de cette idéologie de l'aide. En guise de conclusion, que pensez-vous de cette contribution de survie? Aminata et Eric. Aminata, tu peux commencer, s'il te plaît? Oui, moi, je suis parfaitement d'accord. Ça va de soi. En fait, nous sommes aujourd'hui face au bilan de l'aide. C'est le bilan de l'aide. Et ces États qui prétendent nous aider aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas satisfait et tenu l'engagement de 0,7% de leur contribution de leur PIB aux contributions au développement de nos pays. Et comme je l'ai déjà dit, les emprunts ont été investis dans des projets qui n'avaient la plupart du temps aucun lien avec les besoins humains essentiels. On a privilégié des investissements qui participent à un certain modèle de développement qui profitent certes à une partie de l'élite, mais on le sait ici, si aujourd'hui la stratégie de l'oligarchie financière internationale consiste à sauver d'abord les entreprises, ce sera les multinationales. Ce n'est pas les petites entreprises africaines, ni le secteur informel, qui ne devrait même pas être appelé ainsi, parce que ce secteur est le véritable garant de la paix et de la sécurité, parce que garantie du travail tant bien que mal à un nombre considérable de personnes que le secteur, plus que le secteur formel. Donc, je ne dis pas que le secteur formel, faire de telle sorte que les travailleurs du secteur formel puissent survivre et traverser cette période difficile, c'est tout à fait légitime. Mais je dis qu'on doit surtout tenir compte de la structure de nos économies, de ce que nous sommes et non pas de ce que nous prétendons être dans le cadre de la mondialisation capitaliste. Merci, Aminata. Eric? Oui, donc très bref parce qu'on est vraiment Tout à à la fait, fin. on est à la fin là. Je pense qu'il n'y a pas d'aide. Les pays européens ou
d'Amérique du Nord n'apporte absolument pas d'aide au peuple du Sud. L'aide est là aussi une transformation au niveau du vocabulaire d'un mécanisme de maintien de l'exploitation et de la dépendance. C'est un peu l'aide du maître à l'égard de l'esclave. Le maître va exiger des tas de choses de l'esclave et puis il va lui faire un petit don à un moment donné et présenter ça comme un acte de générosité. Et généralement, dans cet acte de générosité, il y a encore un mécanisme d'exploitation. C'est même pas une goutte de sincérité et de générosité dans un océan d'injustice. Et donc, on pourrait parfaitement se passer de cette soi-disant aide publique au développement et mettre en place des mécanismes de rétrocession, de compensation, de paiement de dédommagement à l'égard des peuples pour des siècles d'esclavage et d'exploitation. Et donc ça, on doit nous-mêmes agir dans les pays du Nord dans ce sens-là et remettre en cause la notion d'aide publique au développement, montrer chaque fois ce qu'elle est réellement, à savoir la poursuite par d'autres politiques de mécanismes de domination et d'exploitation. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Juste pour information, Julien a apprécié votre réponse à tous les deux et émet le vœu que ce soit un discours qui soit beaucoup plus diffusé et qu'on arrête de faire de l'aide une évidence. Donc merci encore à vous deux, hein, Eric et Aminata et Eric. Donc on arrive à la fin de cette conférence. Merci à tous les participants d'avoir pris du temps pour venir. Et donc on fera d'autres séminaires hein, de ce type sur des problématiques que le CADTM développe hein, depuis des décennies, parce que ça fait 30 ans, comme certains le savent, que le CADTM existe et met vraiment sur dans l'agenda politique et militant la question de la dette comme outil de domination qu'il faut contre lequel il faut vraiment lutter à tout point de vue. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette question se pose de plus en plus également en Europe, notamment dans ce contexte. Donc juste comme ça pour l'anecdote, et certains groupes ici, notamment en France, je ne sais pas pour la Belgique, mais je suis sûr que c'est la même chose, se constituent de plus en plus pour contester la légitimité des dettes, même ici dans un pays du Nord comme la France ou comme la Belgique. Et donc j'espère que on va pouvoir approfondir ces discussions afin que on puisse mettre à bas cette dette comme outil de domination et que, comme le disait Aminata au début, on puisse enfin construire un monde où qui est vraiment au service de l'humain et où l'homme ne doit pas dominer l'autre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et j'espère vous revoir toutes et tous pour une prochaine conférence. Et comme vient de le dire Omar, vive la solidarité des peuples du Sud et du Nord. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Paix et fraternité. Au revoir, Eric. Au revoir, Aminata, et au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci. Merci.